Il y a quelques semaines, en traînant sur Google, je suis tombé sur un roller coaster incroyable, le High Roller. Construit en 1996, tout en haut d'un building à Las Vegas, il fut jusqu'à sa destruction en 2005 le roller coaster le plus haut de la planète puisque 277 mètres le séparaient du sol. Assurément l'attraction la plus incroyable que j'ai vue dans ma vie. Du coup, après avoir regardé ça, j'ai enchaîné pas mal de vidéos et d'articles sur le sujet. Et à force, je me suis dit, mais ce serait cool de faire une vidéo qui recense toutes les attractions liées à des films. C'est donc ce que vous allez voir dans ce deuxième épisode. Bienvenue dans Split. Unlock these gates, Talon! Hasta la bye-bye! Ce que vous venez de voir n'est pas une scène coupée de Retour vers le futur, mais la scène d'intro qu'on pouvait voir en 1991 à l'intérieur de l'attraction Back to the Future, The Ride. Lancée en grande pompe cette année-là à Universal Studios en présence de Michael J. Fox, cette attraction est ce qu'on appelle un simulator ride, type d'attraction avec laquelle on va débuter ce split. Je pense que vous connaissez le principe, on se trouve dans une grosse machine face à un écran et tout bouge en fonction pour recréer les sensations. Dans celle-ci, le docteur Emmett Brown nous envoie dans une DeLorean à la poursuite de Biff Tannen qui en a subtilisé une autre afin de voyager dans le temps. On le poursuit donc dans le futur, mais aussi à l'âge de glace et au temps des dinosaures où l'on doit échapper aux griffes d'un T-Rex. Signe des temps, cette attraction, après 16 ans de bons et loyaux services, fut remplacée et pour l'occasion, Bob Gale, le scénariste du film, ainsi que Christopher Lloyd, le Doc, furent conviés à la cérémonie de fermeture en 2007. Et c'était plutôt cool puisque pour marquer le coup, un concours fut organisé et un visiteur du parc eut la chance d'être choisi au hasard afin de remporter un prix incroyable, une DeLorean. Et si Back to the Future The Ride a existé durant 16 ans, c'est en partie grâce à Star Wars. Le 9 janvier 1987 est une date événement pour tous les fans de la franchise puisque ce jour-là fut organisé à Disneyland en Californie l'ouverture de l'attraction Star Tours, que l'on connaît bien en France et qui est apparue chez nous en 1992. Et si je dis que Back to the Future The Ride a existé grâce à Star Wars, c'est parce que Steven Spielberg avait été impressionné par Star Tours et qu'il souhaitait la même chose pour Retour vers le futur. Car à l'époque, ce genre d'attraction était une révolution. Pour vous donner une idée, Star Tours à sa création a coûté 32 millions de dollars, soit le double de ce qu'avait coûté l'entièreté du parc Disneyland. C'est énorme. En ce qui concerne l'attraction en elle-même, perso, je l'ai toujours trouvé très cool. On se retrouve dans une navette de tourisme censée nous emmener sur la lune forestière d'Andorre, mais bien évidemment, on se retrouve embarqué dans une aventure spatiale. Et pour la petite anecdote, le fameux robot qui conduit le vaisseau est doublé par Luc Hamet. Luc Hamet qui est entre autres la voix française de Marty McFly, donc ça ajoute un lien sympa entre les deux. Je tiens d'ailleurs à ajouter que Luc Hamet sera l'invité du prochain épisode du podcast We Love TFTC, petite promo furtive. Alors plus tôt, je vous disais que l'attraction de Retour vers le futur avait été remplacée, et ce fut le cas en 2007, donc avec l'attraction des Simpsons. Et ce qui est cool, c'est que tout l'univers de Springfield a été fidèlement reproduit à l'intérieur d'Universal Studios, tout ça sous la supervision du créateur Matt Groening. On peut retrouver un Quickie Mart et même manger des Krusty Burgers. L'attraction, elle, est plutôt cool, j'ai eu la chance de pouvoir la tester et on ressent vraiment la sensation d'être dans un roller coaster. C'est une digne remplaçante de Retour vers le futur. Toujours à Universal Studios, on peut trouver d'autres simulator rides tirés de films comme Moi moche et méchant que j'ai pu tester également et qui est cool, car très moderne, c'est en 3D pour une immersion plus profonde et surtout quand il y a des flammes par exemple, des effets de chaleur nous parviennent, tout comme des sprays d'eau quand l'occasion s'y prête. À quelques mètres de cette attraction s'en trouve une autre qui nous envoie dans l'univers de Fast and Furious. Alors cette attraction, je l'ai faite en fin de journée sans vraiment être motivé, juste parce que le parc fermait et qu'il y avait moins de queue. Et bien figurez-vous que j'ai pris une claque, une des meilleures attractions que j'ai faites dans ma vie alors que je suis pas vraiment sensible à la franchise. En fait, on se retrouve dans une voiture et tout est à 360 degrés. Il y a un écran devant, à droite, à gauche et derrière. On se retrouve embarqué dans une poursuite de caisse et tout est hyper impressionnant. Ils utilisent la technique des hologrammes, c'est hyper immersif. Notre voiture bouge dans tous les sens, il y a des explosions, des cascades, bref, quand on sort de là, on se dit qu'on vient de faire une attraction qu'on n'a encore jamais faite avant. Pour clore la section Simulator Ride à Universal Studios, je termine avec une attraction impressionnante, celle de Harry Potter. Impressionnante puisqu'un château de 21 mètres de hauteur fut construit pour l'occasion, en plus d'un village qui reproduit l'ambiance du film, 7000 mètres carrés en tout. Et à l'intérieur du château, on prend place sur un banc magique qui nous emmène dans une aventure folle puisque ça mêle décor réel et écran panoramique. Il s'agit d'une nouvelle technologie, le RoboCoaster, un système qui permet de faire pivoter les sièges tout en les maintenant au-dessus du circuit avec un bras robotisé. Le rêve de n'importe quel fan d'Harry Potter. Et la technologie novatrice, on la trouve également à quelques kilomètres de là, au Disney Animal Kingdom,
une sorte d'endroit qui mêle zoo et parc d'attractions. À l'intérieur, tout l'univers d'Avatar a été fidèlement reproduit et l'ensemble est vraiment impressionnant. Tout ça a bien évidemment été supervisé par James Cameron et à l'intérieur, il y a une attraction dans laquelle on se retrouve sur une sorte de moto volante qui nous embarque dans les sphères de la planète Pandora. L'expérience est tellement immersive que plusieurs utilisateurs furent sérieusement perturbés par la sensation de vertige. Un panneau d'avertissement a donc été depuis ajouté à l'entrée de l'attraction. Et des simulator rides, il n'y en a pas qu'aux États-Unis mais aux quatre coins du globe. Allons donc à Hong Kong puisque là-bas nous pouvons trouver à l'intérieur de Disneyland une attraction Iron Man. Elle est toute récente, elle date de 2017 et a coûté la somme de 100 millions de dollars, ce qui est énorme pour une attraction. La queue prend place dans l'atelier de Tony Stark et une fois arrivé, on embarque dans une machine qu'il a confectionnée, machine qui, telle l'attraction Star Tours, nous remue dans tous les sens au milieu d'un combat très riche visuellement dans la lignée des derniers Marvel. Et enfin, pour clore cette section Simulator Ride, partons en Australie puisque là-bas se trouve le parc d'attractions Warner Bros. Movie World. En 1992, suite au succès des Batman de Tim Burton, une attraction y fut construite pour la somme de 9 millions de dollars. Le manoir de Bruce Wayne y est partiellement reconstitué et à l'intérieur, Alfred nous convie dans la Batmobile qui nous plonge essentiellement dans l'univers du deuxième film. L'attraction est plutôt cool mais fut malheureusement détruite en 2000 afin de faire place à des films plus récents. Voilà pour le Simulator Ride et si on se trouvait dans un parc d'attractions, il serait désormais l'heure de manger et pour digérer, pas de sensation forte, dirigeons-nous vers les spectacles. Car des spectacles reprenant des univers de films, il y en a eu pas mal. Je vais commencer par l'un des plus vieux avec Conan le Barbare, spectacle qui fut monté en 1983 à Universal Studios et qui fut créé par Gary Goddard qui n'est autre que le réalisateur du film Les Maîtres de l'Univers. Ce spectacle était plutôt bien foutu avec des bons décors, un bon univers sonore, des combats à l'épée dignes du film avec Schwarzy et un combat final face à un serpent qui doit être très impressionnant à regarder quand t'es un enfant. Ce spectacle fut fermé 10 ans plus tard afin d'être remplacé par Beetlejuice. Un spectacle totalement différent puisque complètement musical, on y voit Beetlejuice introduire des personnages qui réalisent des chorés tout en reprenant des tubes ambiance I Will Survive. Pas trop mon délire mais pour ceux que ça intéresse, ce spectacle qui a fermé à Los Angeles est encore joué à Osaka au Japon puisque là-bas se trouve également un Universal Studios. Et des spectacles musicaux, il y en a eu plusieurs car pêle-mêle on peut citer les Blues Brothers, show qui a quand même existé durant 24 ans, de 1991 à 2015, et qui s'adaptait aux saisons puisque durant les fêtes de Noël par exemple, toutes les chansons étaient des standards des fêtes. Toujours à Universal Studios, un spectacle pour les enfants mais très cool puisqu'il reprend l'univers de Fievel, un American Tale en anglais qui raconte l'histoire d'une petite souris émigrante. Voilà, c'est vraiment mignon et si j'en parle, c'est pour remettre un peu de lumière sur cette franchise de dessins animés que je trouve bien trop sous-cotée. Et enfin dans le genre musical, un spectacle un peu étonnant puisqu'en 2009, Universal décida de relancer une vieille franchise datant de 1954 avec le film L'étrange créature du lac noir. Ce show musical n'a pas trop fonctionné et comble de la malchance, fut détruit par un feu un an plus tard seulement, poussant l'exécutif à laisser de côté ce pari qui était pourtant plutôt louable. Alors dans les parcs d'attractions, il y a des shows musicaux, mais pas que, puisque la plupart sont basés sur l'action. Je pense au très impressionnant show SOS Fantôme, créé en 1990 à Universal Floride. Le spectacle débute dans une petite salle où le personnage joué par Rick Moranis nous reçoit en faisant participer des enfants qui peuvent ensuite manier du slime, ce qui est très cool. Après, il nous est demandé de rejoindre une plus grande salle dans laquelle le spectacle commence. Tout est grandiose et les décors des deux films sont fidèlement reproduits. On y voit les Ghostbusters s'attaquer à des fantômes, puis au fameux Bibendum Chamallow. Ce spectacle a duré 6 ans avant de laisser place à un film qui a cartonné en 1996, Twister. Comme dans le film, l'idée est de montrer un endroit saccagé par une tornade. Bill Paxton et Helen Hunt ont accepté de tourner quelques scènes expliquant le spectacle, qui durant quelques minutes nous montre une ville en train de se faire ravager par une catastrophe naturelle. Un spectacle visuel basé uniquement sur les effets spéciaux que l'on retrouve à d'autres endroits pour d'autres films. Je pense au show Backdraft, tiré du film d'action du même nom datant de 1991. Dans la file d'attente, le réalisateur Ron Howard nous fait un topo de ce qu'on s'apprête à voir et la suite nous plonge dans un décor représentant une usine contenant des produits hautement inflammables. Comme dans le film, tous les effets sont bien évidemment basés sur le feu. Cette attraction a été remplacée en 2010 mais existe toujours à Osaka au Japon. Et ce type d'attraction slash spectacle, on l'a aussi en France avec Armageddon. Beaucoup n'en sont pas fans mais perso j'ai toujours aimé cet endroit. C'est pas tant que ça impressionnant, c'est assez rapide même, mais je trouve que c'est le genre d'attraction tampon quand tu viens juste de manger un hamburger froid, des frites molles et un coca sans bulle. Cette attraction a malheureusement cessé d'exister l'année dernière et sera remplacée à terme par l'univers Marvel. Et dans ce genre
jour-là, le meilleur spectacle d'effets spéciaux, ça reste l'attraction Lights Camera Action, un show visuel hosté par Steven Spielberg qui nous explique comment fonctionnent les gros effets spéciaux. On se retrouve ensuite dans ce qui ressemble être un port avant qu'une tornade mêlée d'éclairs foute le feu à l'ensemble dans un déluge d'eau et de vent. Et le final est très cool car on assiste à l'arrivée d'un immense bateau qui transperce le port. Cette attraction se trouve seulement au Universal Studios de Singapour et devait ouvrir en 2020 dans celui de Beijing en Chine, avant d'être reportée à cause de la situation sanitaire. Dans un autre genre, il y a un type de spectacle que je trouve trop bien, c'est le Alfred Hitchcock The Art of Making Movies. En gros, le but de cette attraction, créée en 1991, est de nous montrer comment les scènes les plus cultes des films d'Hitchcock ont été réalisées. Et c'est hyper bien fait puisqu'on se balade dans des studios de cinéma en compagnie de techniciens qui reproduisent plusieurs scènes devant nos yeux tout en nous racontant des anecdotes. On peut alors comprendre la fameuse scène de la douche dans Psycho, mais aussi d'autres issues de Sueur froide ou de La Corde par exemple. Le décor de Fenêtre sur cour est même reconstitué pour l'occasion et c'est visuellement grandiose. Mais malheureusement, encore, cette attraction fut déconstruite après 12 ans d'activité pour laisser place à Shrek. Afin de clore cette section spectacle, abordons maintenant les shows grandeur nature qui mêlent action et cascade en tout genre. Je l'ai appris en écrivant cette vidéo, il existe en Australie une attraction Police Academy. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une franchise comique culte issue des années 80. Le show mélange pas mal de sketchs visuels avec des policiers maladroits, mais aussi des cascades assez impressionnantes avec des voitures qui explosent, et même un hélicoptère comme clou du spectacle. Ce show, qui a ouvert en 1991, est officiellement celui qui a donné le plus de représentations dans l'histoire, puisqu'il a été joué 18 000 fois, ce qui représente un immense exploit. Sinon, toujours en Australie, on peut citer un spectacle intitulé Maverick, qui est censé reprendre les codes du film de Richard Donner, mais qui fait vraiment cheap avec une histoire qui n'a rien à voir avec le film, qui est pourtant cool, c'est dommage. Cette attraction a quand même tenu 6 ans, de 1995 à 2001. Citons également Rambo, cette fois en Italie, c'est assez inattendu, plus particulièrement à Vérone, au Movie Park. Ça reprend l'univers de Rambo 4, et dans ce spectacle, on assiste à une prise d'otage avant qu'un sosie de Sylvester Stallone ne vienne défoncer tout le monde pour le plus grand plaisir des spectateurs. Retour aux États-Unis maintenant, au Disney Hollywood Studios, puisqu'en 1989 fut mise en place sous la supervision de George Lucas la toute première attraction Indiana Jones. Un spectacle d'une trentaine de minutes qui retranscrit magnifiquement l'ambiance du premier film. Il y a vraiment tout pour plaire aux fans. Je pense à la fameuse scène du petit sac de sable qui se termine par la boule qui poursuit Indy. Une fois ce segment terminé, la scène s'ouvre en deux afin de recréer les décors de Tunisie où l'on assiste à des combats, le show se terminant par la fameuse bagarre près de l'avion. Ce spectacle existe encore depuis plus de 30 ans maintenant, malgré la disparition tragique d'un cascadeur en 2009 qui se blessait à la tête durant une cascade. Et enfin, un des meilleurs spectacles pour la fin, celui de Waterworld à Universal Studios qui depuis 1995 continue de surfer sur un gros succès. Et c'était pas gagné car le film avec Kevin Costner est lui considéré comme l'un des plus grands flops de l'histoire. J'ai eu la chance d'assister 2 fois à ce spectacle et je le trouve vraiment grandiose. Il y a des cascades folles, des explosions, quand on est au premier rang on se prend des vagues d'eau et la fin fait toujours autant son effet, avec un avion qui atterrit brutalement à l'intérieur de l'atoll. Bref, je sais que les spectacles passent souvent après les attractions, mais vraiment, parfois, ça vaut le coup. Maintenant qu'on s'est enchaîné plein de spectacles et qu'on a digéré notre menu du midi, on peut tranquillement reprendre du service avec des attractions un tout petit peu plus fortes en émotion, à savoir toutes celles se déroulant sur l'eau. Et on commence direct avec la meilleure, Jurassic Park The Ride. En 1996, 3 ans après le succès mondial du film, cette attraction fut lancée en grande pompe en compagnie de Jeff Goldblum et Steven Spielberg qui a tenu à s'investir dans sa création. C'était tellement un événement qu'un direct fut retransmis à la télévision américaine pour marquer le coup. En gros, une fois à l'intérieur, on se retrouve sur un bateau sur Isla Nublar et la trame utilise un passage présent dans le livre de Michael Crichton et non utilisé dans le film, une poursuite sur une rivière entre des dinosaures et des gens sur un bateau gonflable. Au départ, on est donc sur la rive, on aperçoit des dinosaures assez sympathiques avant d'entrer dans un entrepôt infesté de dilophosaures et de vélociraptors. Et le clou de cette attraction, c'est une descente terrifiante avec le T-Rex qui sort de nulle part et qui nous frôle avec son immense tête. On ressort terrifié, amusé et trempé. C'est trop bien. Et si j'en parle avec enthousiasme, c'est parce que c'est mon attraction préférée. J'ai pu la faire 2 fois à des périodes différentes et à chaque fois c'est tout aussi bien. Vous pouvez d'ailleurs voir ma joie sur cette photo. Cette attraction, et je trouve ça triste, a été modifiée il y a 2 ans pour la refaçonner en Jurassic World. Ça reste cool, mais je trouve que ça avait plus de cachet sous sa forme originelle. Toujours à Universal Studios, il y a l'attraction des Dents de la Mer, présente depuis 1964, une des plus vieilles, qui nous emmène à Amity. C'est hyper bien reproduit et durant notre petite balade sur l'eau, on a le droit à quelques flammes, mais aussi et surtout une attaque de requin blanc avec la musique culte qui va avec.
très bonne ambiance. Plus étonnant par contre, deux attractions issues de vieux films qui sont des classiques. Le premier c'est Rio Bravo, western sublime de Howard Hawks avec John Wayne et Dean Martin qui possède donc une attraction depuis 2002 au parc Warner à Madrid. Elle reconstituait pour le coup une ambiance Far West avec des canyons et des décors d'époque. On passe même par des petites villes avant de terminer sur une descente qui nous laisse complètement trempés. Le deuxième c'est l'Odyssée de l'African Queen, grand film de John Huston datant de 1951 avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn. Cette attraction est implantée depuis 1975 à Europa Park en Allemagne et est vraiment tranquille. On prend place sur un bateau avant de tomber sur des éléphants et des villages sensiblement équivalents à ceux qu'on voit dans le film. Aucune sensation forte ici mais ça reste tranquille. En tout cas elle est là depuis plus de 45 ans maintenant et c'est un petit exploit. Dans le genre tranquille on a également l'attraction de la Reine des Neiges. C'est vraiment destiné aux enfants. On se trouve sur un bateau à rails et ça reproduit l'ambiance du film. Il y a juste une petite descente un peu rapide à la fin et c'est vraiment une attraction qui cartonne dans les Disney de Tokyo, Hong Kong et Floride. C'est même actuellement l'attraction qui compte la plus longue queue de tous les parcs Disney, entre 2h30 et 3h d'attente. Et c'est pas étonnant vu le carton que représente la Reine des Neiges pour les enfants. Une véritable souffrance pour chaque parent cette file d'attente. Par contre, une file d'attente qui fait plaisir, c'est celle qui mène au Avatar Land Boat Ride. J'en parlais plus tôt avec le Simulator Ride. Dans ce fameux monde de Pandora, on trouve également une attraction qui nous fait prendre place sur une sorte de pirogue qui nous plonge dans l'univers du film. Aucune sensation forte, mais on en prend plein les yeux. Des jeux de lumière magnifiques, des bruits de jungle, des décors impressionnants et des plantes fluorescentes parcourent cette attraction qui est tout simplement magnifique. Et enfin, pour terminer cette section eau, soyons un peu chauvins puisqu'à Disneyland Paris, nous avons quand même l'attraction Pirates des Caraïbes. Alors pendant des années, ce n'était pas lié au film avec Johnny Depp, ça reprenait simplement les codes de cet univers culte dans tous les parcs Disney du monde. Mais depuis quelques temps maintenant, ce n'est plus un squelette qui nous attend à la fin, mais Jack Sparrow. Voilà, cette attraction c'est toujours un plaisir quand on va à Disney, perso j'y vais tout le temps et depuis 28 ans maintenant, à chaque fois que j'y vais, je me dis mais ce serait cool de manger dans le restaurant à l'intérieur. Et à chaque fois, je n'y vais bien évidemment jamais. C'est donc terminé pour les attractions sur eau, enchaînons maintenant avec les shootings. Des attractions qui ont mis du temps à pointer le bout de leur nez avec des fortunes assez diverses. Afin de rester à Disneyland Paris, on a par exemple l'attraction Buzz l'éclair dans laquelle on doit tirer sur des cibles. Le problème de ces attractions, c'est que souvent on ne sait pas vraiment où on tire, c'est un peu le bordel. Même procédé avec l'attraction Ant-Man, ouverte il y a seulement quelques mois au Disneyland de Hong Kong. Là pour le coup, les flingues sont cool, les lumières aussi, et les décors reprennent l'esprit de l'univers Marvel. Il y a même des animations 3D sur lesquelles tirer. Dans le même genre, réussi, il y a la version Men in Black à Universal en Floride. Will Smith reprend son rôle pour l'occasion et tout ce qu'on voit dans le premier film est présent. On se retrouve de nuit dans une ville infestée par les extraterrestres et l'ambiance est vraiment cool. Très bonne attraction. Ce qui n'est vraiment pas le cas de celle dédiée à la Justice League au Warner Park d'Australie. On doit tirer sur des décors réels ainsi que sur des écrans animés, mais l'ensemble fait un peu cheap, ça a pas l'air ouf. Alors ça, c'est le type d'attraction shooting dans lesquelles on est confortablement installé dans une petite voiture, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, en Australie, il y a un parc dans lequel se trouve une attraction Alien vs Predator. Ça se passe dans un entrepôt et ce n'est ni plus ni moins qu'un laser game avec à l'intérieur des décors qui rappellent Predator et Alien. Voilà, c'est un peu cheap encore une fois, mais j'imagine qu'on s'amuse quand même bien à l'intérieur. Et puis de toute façon, on ne pourra pas faire plus cheap que l'attraction Terminator. Une attraction qui a pris place dans pas mal de pays, en Australie, au Mexique et même au Canada à Montréal dans le parc d'attractions La Ronde. Là aussi c'est un laser quest, mais il n'y a vraiment aucun effort pour recréer l'univers de Terminator, on dirait vraiment une boîte de nuit en bordure d'autoroute. Même l'animation du robot est horrible, franchement il n'y a rien qui va. Elle a depuis été fermée partout et c'est pas plus mal, je tiens d'ores et déjà à dire que c'est la pire attraction de cette vidéo, ce qui permet de clore les shootings et d'enchaîner sur les films 3D. Le principe on le connaît, on s'installe dans une salle de cinéma et on met des lunettes 3D. Sauf que là, des effets sensoriels sont souvent ajoutés. Je pense à l'attraction Chérie, j'ai rétréci les gosses à Disneyland Paris. En 1994 et durant quelques années ensuite, on s'y faisait rétrécir. L'écran devenait alors immense et lorsque le chien éternuait, on se prenait un spray d'eau dans le visage. Quand des souris s'échappaient, on les sentait passer entre nos pieds grâce à des effets de vent, etc., etc. J'adorais cette attraction, mais en 2009, suite à la disparition de Michael Jackson, elle fut remplacée par Captain EO qui était déjà là en 1992. Et ce genre de procédé, on le retrouve par exemple à Disney, en Californie et en Floride, avec le film Mille et une pattes où l'on évolue dans une fourmilière, mais aussi dans l'univers de Shrek à Universal. Une histoire originale a été écrite et est censée se dérouler juste après le premier film. Une attraction qui a fermé ses portes en 2017 après 14 ans de bons et loyaux services. Et je garde le meilleur pour la fin avec l'attraction Terminator 2 3D Battle Across Time. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est l'une des rares
avoir réuni pratiquement tout le cast car le film a été écrit et réalisé par James Cameron, mais compte aussi la présence de Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Linda Hamilton et Robert Patrick. L'histoire s'inspire du deuxième Terminator et débute d'abord par un spectacle sur scène avant de se terminer à l'intérieur de l'écran, puisque les protagonistes vont dans le futur. S'enchaînent alors scènes d'action et 3D hyper maîtrisées, comme ici avec les bras du T-1000. D'ailleurs pour l'occasion, James Cameron a même créé un nouveau type de robot, le T1 million. Voilà, ça va être difficile d'en créer un autre après ça. Ce show, que j'ai également eu la chance de voir en 2009, comme en témoignent ces photos sur lesquelles je présente un charisme à toute épreuve, a ouvert en 1996 et a tristement fermé ses portes il y a quelques années, mais est toujours ouvert à Osaka, au Japon. Donc pour les gros fans de Terminator, il reste une petite chance de voir ce film 3D. Bon, maintenant on peut passer à ce que vous attendez tous, à savoir la section des roller coasters, la reine mère des attractions. Et là je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Je commence direct avec une attraction que j'aurais adoré faire étant donné mon amour pour cette franchise, à savoir l'arme fatale. Elle a été lancée en 1995 dans les parcs Warner d'Australie et d'Allemagne et je dois dire que l'ensemble n'avait pas l'air très ouf. Il y a très peu de références au film et le but de l'attraction est d'embarquer dans une voiture de police pour se lancer à la poursuite d'un autre wagon rempli de gens partis quelques secondes plus tôt. En vrai le concept est cool mais c'est dommage car ils n'ont pas créé le sentiment d'immersion pour les fans hardcore. Cette attraction a fermé en 2012. Pareil pour Batman The Ride, ce roller coaster présent dans plusieurs parcs Six Flags aux États-Unis et qui date de 1992. On peut croiser la Batmobile au début, 2-3 écriteaux, mais à part ça, c'est tout. Après, l'attraction a l'air flippante avec les jambes dans le vide et un looping hyper serré. Et pour rester dans cet univers, citons la montagne russe Batman et Robin, présente elle au Six Flags du New Jersey. Créée en 1998 pour surfer sur les films réalisés par Joel Schumacher, elle présentait un concept assez innovant. On avait le choix entre prendre la piste rouge qui était celle de Robin ou la bleue qui était celle de Batman. Ce qui était assez malin car ça donnait envie de refaire la queue juste après pour tester l'autre circuit. Mais cette attraction fut un échec terrible ainsi qu'un immense gouffre financier. Très vite, les utilisateurs se sont plaints de vomissements et de courbatures durant plusieurs jours. L'attraction avait l'air hyper brutale. Les sièges étaient mal faits et il était impossible de ne pas se cogner la tête durant l'attraction. Elle fut donc fermée pour régler ce problème avant de réouvrir et de refermer pour des problèmes techniques. Des coupures de courant étaient courantes et il arrivait que les gens se retrouvent la tête en bas durant plusieurs secondes. L'attraction a tenu malgré tout jusqu'en 2007 avant d'être détruite car jugée trop dangereuse. Alors des années plus tard, cette fois pour surfer sur le succès du Dark Knight de Christopher Nolan, les parcs Six Flags créèrent un roller coaster, cette fois en intérieur, qui reprend les codes du Joker. C'est plutôt pas mal avec un bon univers et des loopings dans tous les sens, l'idée étant de retranscrire sur montagne russe la folie du personnage interprété par Heath Ledger. Dans le genre roller coaster d'intérieur, on a également en France Star Wars à Disneyland Paris, sauf que c'est un peu de la triche parce que durant des années ça a été une attraction dédiée à Jules Verne, mais dans ce même parc on a un super roller coaster avec celui d'Indiana Jones. Et c'est une exception française car c'est le seul dans le monde. La file d'attente est plutôt cool, ça reproduit bien l'ambiance des films et je trouve que l'attraction en elle-même est bien immersive avec ce décor fidèle à l'esprit de la franchise. Durant un temps, il était possible de faire cette attraction à l'envers, ce qui était fou, et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous conseille de la tester quand il fait nuit, c'est encore plus cool niveau ambiance. Pour revenir au roller coaster en intérieur, celui de la revanche de la momie à Universal Studios est très cool aussi. On s'enfonce dans une tombe égyptienne, il y a des effets un peu partout et il y a des moments qui font vraiment flipper. Là aussi j'ai pu la tester et c'était une bonne surprise. Dans le genre qui fait peur, il y a aussi le roller coaster Saw, créé en 2009 en Angleterre au Thorpe Park. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment pas mal. Ça se passe dans une zone désaffectée poisseuse et toute l'ambiance du film est présente. C'est métallique, coupant et rempli de sang partout. En tout cas, ça a l'air de plaire aux fans. Un autre truc qui plaît aux fans, c'est le roller coaster Wayne's World dénommé The Hurler. Il a été créé en 1994 dans le parc d'attractions Carowin situé en Caroline du Nord, et à l'époque, Mike Myers avait même enregistré une pub pour promouvoir ses montagnes russes. So get into Wayne's World in a big way at Paramount's King's Dominion. Excellent. Voilà, c'est des montées et des descentes assez classiques, mais l'ensemble est cool et surtout, l'attraction est encore debout 26 ans après. Et en parlant d'attraction qui est là depuis longtemps, je vais maintenant mentionner la plus vieille de cette vidéo, puisqu'elle date de 1959, et le plus fou c'est qu'elle est encore là aujourd'hui. Il s'agit d'une attraction à Disneyland Californie, inspirée du film The Third Man on the Mountain. Elle reproduit à l'identique la montagne suisse appelée Servine et nous place à l'intérieur d'une sorte de bobsleigh qui nous fait glisser dans des décors très cool afin d'échapper à un horrible Yeti. Autre roller coaster surprenant, parce que j'étais à milieu d'imaginer que ce film générerait une attraction, c'est The Italian Job, figurez-vous. Un film de braquage avec Mark Wahlberg, Charlize Theron et Edward Norton qui a donc son attraction dans 3 parcs différents en Ohio, Virginie et au Canada. En gros, c'est un roller coaster qui mêle poursuite de voitures et cascades et c'est vraiment bien fait. On se prend de l'eau, on frôle des flammes et il y a même un final avec un hélicoptère assez cool. Ça a l'air tranquille comme attraction mais il y a quand même eu des efforts sympas. Un autre roller coaster qui a l'air cool, c'est celui de Superman au Warner Bros Movie World d'Australie. Il date de 2005 et existe encore aujourd'hui
aujourd'hui et nous plonge dans une station de métro de Metropolis. À travers des décors et des effets visuels très cool, on se rend compte qu'un probable méchant est en train de défoncer la ville juste au-dessus de nous. Alors Superman débarque d'un coup et nous propulse hors du métro, nous faisant passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes seulement. Voilà, cette attraction a l'air très cool. Une autre qui a l'air pas mal aussi, même si elle aurait mérité un souci du détail plus prononcé, c'est Star Trek en Allemagne. Un roller coaster qui date de 2017 et qui présente comme seul intérêt des petites pressions qui te font croire que tu vas à un endroit avant de stopper d'un coup et de faire machine arrière. Et l'attraction issue de l'univers Top Gun est encore pire, car là on sent qu'ils ont juste lâché un petit billet pour avoir le nom Top Gun. Car à part ça, il n'y a aucun rapport avec le film. Elle se trouve dans le parc Carowinds à Charlotte. C'est une montagne russe les pieds dans le vide, mais bon, ça a pas l'air ouf. Et pour terminer cette section roller coaster, je vais vous parler de l'attraction la plus folle de l'histoire, car tout simplement la plus chère et de loin, à savoir Cars. Alors c'est pas vraiment un roller coaster, mais je savais pas vraiment où la caser. En tout cas, cette attraction a coûté 200 millions de dollars et reproduit l'immense univers que l'on retrouve dans le film. En fait, cette attraction, ça me fait penser à GTA. C'est comme si c'était un jeu vidéo avec une map interminable. C'est vraiment énorme. On se balade d'abord dans le désert, puis il y a toute une section dans une ville à l'intérieur, puis on ressort avant d'entrer à nouveau. Bref, c'est vraiment impressionnant. J'imagine un petit de 8 ans qui est fan de Cars, franchement, c'est le plus beau jour de sa vie. Je vous conseille de regarder après des vidéos sur YouTube du parcours, c'est vraiment cool. On approche de la fin de cette vidéo, mais il nous reste encore 2 sections, du coup on poursuit avec les Drop Towers. Pour vous donner un exemple, je vais commencer avec la Twilight Tower Terror de Disney Studios à Paris. Les attractions qui vous plongent dans le vide. Alors celle-ci s'inspire de la mythique série La 4ème dimension, mais je vous rappelle que ça compte un peu car il y a un film Twilight Zone sorti en 1983 et réalisé par Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller et John Landis. Cette attraction est également présente en Californie mais a été remplacée pour laisser place aux Gardiens de la Galaxie. On sent les vestiges de l'ancienne attraction, par exemple la bibliothèque qui a été maquillée, et une fois dans l'ascenseur, les effets liés à Twilight ont été remplacés par le cast des Gardiens de la Galaxie, et ça a l'air tout aussi cool. Une manière d'attirer un public jeune et de vendre des billets. Et dans la même veine que The Italian Job et des films qui ne méritaient pas vraiment une attraction, il y a le film Drop Zone avec Wesley Snipes et Gary Busey, une sorte de pond break dans lequel le surf est remplacé par le parachute. Idéal donc pour créer une attraction Drop Tower qui tient encore depuis sa création en 1996. Mais là franchement ils ont vraiment pris le nom pour attirer les gens parce qu'il y a pratiquement rien en rapport avec le film. Et il y a pire avec cette attraction Zombieland située dans un parc à thème à Dubaï. Au niveau de l'immersion, c'est le strict minimum. Quelques décors cheap qui rappellent l'univers zombie dans la file d'attente, et surtout une attraction qui laisse une vue sur les travaux. Vraiment pas ouf. Et c'est dommage car il y avait un truc cool à faire avec Zombieland étant donné que le film se déroule lui-même en partie dans un parc d'attractions. Voilà pour les Drop Towers liés à des films, il y en avait pas beaucoup, ce qui nous permet d'enchaîner et de terminer avec les Dark Rides. Alors les Dark Rides, ce sont des parcours bien tranquilles dans des petites voitures. J'ai placé ça en dernier parce que c'est le genre d'attraction idéal pour finir la journée dans un parc. Et il y en a des très cool. Je pense à E.T., attraction lancée en 1990 à Universal Studios qui résiste encore en Floride. Au départ du circuit, on est accueilli par Steven Spielberg. Ensuite, on prend place sur un vélo, forcément, puis E.T. nous fait voler dans le ciel avant de nous emmener sur sa planète. C'est l'intérêt très cool de cette attraction puisque ça nous permet de voir à quoi ça ressemble chez lui. Ajoutons que les décors ont été en partie pensés par Spielberg. Une fois l'attraction terminée, on peut même faire une photo souvenir. Voilà, c'est très bonne ambiance et je trouve ça cool que de vieilles attractions comme ça soient conservées malgré le temps qui passe. Dans le même genre, il y a également la Dark Ride Roger Rabbit dans les Disneyland de Tokyo et de Californie qui nous fait prendre place dans la fameuse voiture avant de nous envoyer en balade dans Toonville. Très bonne ambiance encore une fois, mais aussi l'attraction des Gremlins qui est assez bizarre et assez cool en même temps. Elle a été créée en 1991 dans les parcs Warner situés en Allemagne et en Australie et elle commence avec un film présenté par Alf, déjà ça c'est assez bizarre, film interrompu par les Gremlins. Le public est alors invité à s'enfuir par la porte de sécurité et il va là se retrouver confronté à plein de Gremlins. L'idée est assez cool et ça avait l'air plutôt chouette jusqu'à sa destruction en 2001. À Tokyo, il y a également l'attraction L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est en fait l'ancienne maison hantée Disney que l'on connaît ici en France. Elle a juste été maquillée il y a quelques années afin de nous plonger dans l'univers du film écrit par Tim Burton. Et une autre attraction que j'aimerais trop tester, c'est une autre déclinaison d'Indiana Jones créée en 1995 dans les Disneyland de Tokyo et de Anaheim en Californie. À l'époque, Harrison Ford était à deux doigts de reprendre son rôle pour quelques scènes, mais tout a été mis de côté au dernier moment. Cette attraction a quand même vu le jour et nous plonge brillamment dans l'univers d'Indiana Jones avec encore une fois la fameuse boule qui régale n'importe quel fan à chaque coup. Avant de terminer avec la toute dernière attraction de cette vidéo, j'aimerais mentionner quand même ce qu'on appelle les tram tours, ces visites de studio, souvent en bordure de parc, qui nous font voir des voitures et bien souvent des décors de films. Je pense à Psycho par exemple, où l'on se fait poursuivre par Norman Bates, au crash d'avion hyper flippant et impressionnant de la guerre des mondes, ou encore à l'attraction tirée du film Earthquake,
qui reproduit un tremblement de terre, une attraction culte dans l'histoire des parcs à thème. Et lorsqu'on prenait ces tram tours à Universal Studios, on finissait en 1986 dans une sorte de dark ride du film King Kong. Une attraction encore une fois culte qui dans les années 80 poussait les gens à prendre des tickets pour visiter le parc Universal. Une tête de King Kong grandeur nature avait été reproduite en animatronique et les effets visuels de cette attraction étaient pour l'époque révolutionnaires et vraiment impressionnants. Durant des années, elle a fait la joie des visiteurs avant d'être fermée injustement et tristement en 2008 suite à un terrible incendie qui l'a complètement ravagée. Un incendie qui a également détruit en partie les décors de Hill Valley, juste à côté, jusqu'à endommager la fameuse horloge de l'hôtel de ville. Suite à des travaux, un hommage à King Kong fut entretenu puisque l'attraction remplaçante fut King Kong 363D, attraction sensiblement équivalente à celle de Fast and Furious évoquée plus tôt, dans laquelle on assiste à un combat entre un T-Rex et King Kong. En somme, et même si elle est moins bien que l'original, tout est plutôt bien, qui finit bien. Voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte, il est temps de quitter le parc. Vous venez de regarder Split, à bientôt.